Bonjour et bienvenue à ce cinquième vidéo de notre cinquième semaine de STT 418. Dans cette vidéo-ci, on commence un nouveau chapitre, le chapitre 3 là, sur les variables aléatoires. Et essentiellement, là, on va introduire un peu le concept, puis après, on va commencer, on va tomber là, dans les variables aléatoires discrètes. Donc, on a un petit peu là, de vocabulaire à faire, c'est un début de chapitre ici. Donc, on commence par définir qu'est-ce que c'est qu'une variable aléatoire. Donc, une variable aléatoire, finalement, c'est comme une fonction qui va prendre des événements et qui va associer ces événements-là à une valeur réelle quelconque, donc essentiellement à un nombre. Donc on part d'un événement et on associe cet événement-là à un nombre. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir définir ce qu'on appelle le support d'une variable aléatoire. Donc on va noter ici S de x pour support de la variable aléatoire x, et ça va correspondre tout simplement là, à l'ensemble des valeurs qui sont possibles pour cette variable aléatoire-là. Donc, c'est un premier cas, on associe des événements à des chiffres, puis après on regarde c'est quoi tous les chiffres qui sont possibles d'aller trouver. Donc on va y aller tout de suite là, avec un exemple pour voir un peu à quoi est-ce que ça peut ressembler cette histoire-là. Donc ici on lance 2 dés. Première chose, c'est quoi l'ensemble fondamental? C'est quoi tous les résultats qui peuvent survenir? C'est toutes les combinaisons qui sont ici. Donc, un 1, un 2, un 3, jusqu'à un 6. Après, on a 2, 1, 2, 2, 2, 3, jusqu'à 2, 6. Et éventuellement, on finit avec les 6 jusqu'à 6, 6. Une fois que ça c'est défini, on sait c'est quoi notre ensemble de tous les résultats possibles, on peut s'intéresser à diverses variables aléatoires. Donc, ici, on a quelques exemples. Si je descends comme ça, donc on a variable x là, qui correspond à la somme de 2 dés. Donc, pour être capable de voir là, comment est-ce que ça fonctionne, ces variables aléatoires-là, ici, là, on va considérer un cas particulier. Donc, on va supposer que les valeurs obtenues sont, disons, là, 2 et 5. Donc sur nos 2D, on a obtenu 2 et 5. Donc essentiellement, là, on a obtenu l'événement 2, 5 comme ça. Et on voudrait savoir, qu'est-ce qui se passe avec nos variables aléatoires? Donc si x est la somme de 2D, x, ça vient associer à chaque événement un nombre. Donc à mon événement 2, 5, x, lui, viendrait y associer la valeur 7. Parce qu'on a pris 2 plus 5, littéralement. Et ce serait quoi donc le support de x dans ce cas-là? La somme de 2D, ici ça va commencer donc à 2 si on a 1, 1, 3 et éventuellement jusqu'à 12 si on a 6, 6. Variable aléatoire y en petit b, on dit que y ça va être le nombre de chiffres pairs qui est obtenu. Donc ici, le y, ça vaudrait quoi? Ça vaudrait 1. Pourquoi? Parce que 2 est pair, mais pas 5. 5, c'est impair. Et même chose, on peut calculer c'est quoi le support de cette variable-là. Étant donné qu'on a 2D, le support ici, ça pourrait être 0 si on n'a obtenu aucun chiffre pair, 1, ou 2 si on obtient 2 chiffres pairs. Finalement, on a une variable aléatoire z ici qui nous donne le minimum entre les 2D. Donc, dans notre situation ici, z vaut 2, parce que 2, c'est vraiment le minimum de 2 et 5. Et on peut s'intéresser encore une fois là, au support de cette variable-là. Donc le support de z, qu'est-ce que c'est? Le minimum, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être n'importe quoi jusqu'à 6. Et là, je vais vous faire remarquer quelque chose d'assez important. Donc vous voyez là, que dans les 3 exemples qui sont là, on a fait quelque chose de primordial. On a défini nos variables aléatoires. Donc ici, là, on va noter ça, on doit toujours définir nos variables aléatoires et pas juste avant de s'en servir, mais il faut définir qu'est-ce que c'est. Sinon, c'est absolument pas clair de quoi qu'on parle. Si on veut dire après x est égal à 5, ok, mais de quelle quantité est-ce qu'on est en train de parler? Donc, première chose à faire, là, autant que quand on avait des événements, c'était la première chose qu'on faisait aussi, on définissait nos événements, mais il va falloir bien définir là, également nos variables aléatoires. On va y aller avec un autre exemple à la page suivante. Donc ici, on nous donne un nouveau contexte. On dit qu'on interroge 10 finissants du bac en info sur
leur dette d'études. Et on s'intéresse donc ici là, à X bar, qui serait la dette moyenne de ces 10 étudiants-là. Donc, on a chacun de nos 10 participants ou participantes, on pourrait savoir c'est quoi la dette individuelle. Donc ici, là, je pourrais venir me définir XI, qui correspondrait à la dette de, disons, l'étudiant I. Et une fois que j'ai ça, ben, je serais capable de savoir X1, X2, X3, X4, X5. Donc savoir finalement la dette de chacune de ces personnes-là. Donc, je serais capable d'aller associer là, une valeur à tout le monde. Et une fois que je vais avoir une valeur à tout le monde, ben peut-être qu'on va être capable d'aller calculer c'est quoi la valeur de X bar. Donc, ici, là, je suis en train de mettre des dettes là, un petit peu au hasard. Là. En fait, semi au hasard parce que j'avais déjà déterminé avant de faire la vidéo. Là, mais une fois qu'on a toutes ces informations-là, ben, on est capable d'aller prendre la moyenne de ces quantités-là et de trouver là, que notre variable aléatoire, ici X bar, ben, comme étant la moyenne, prendrait la valeur de 2000. Si on s'intéresse à savoir c'est quoi le support de notre X bar, ben, la moyenne ici, qu'est-ce qu'elle pourrait être? Ben, elle pourrait partir finalement à 0, puis elle pourrait prendre n'importe quelle valeur par la suite. Donc ici, là, ça pourrait être toutes les réels qui sont positifs. Évidemment, on espère que la dette soit pas trop grande, mais techniquement, ce serait possible d'avoir une dette qui explose absolument à plus l'infini si quelqu'un ne fait pas attention à ses affaires. Donc, vous remarquerez aussi qu'ici, là, on a vraiment parlé d'une dette. J'ai juste mis des zéros, j'ai pas mis des chiffres négatifs. Donc, le fait d'avoir plus d'argent que ce qu'on avait au début de nos études, ce serait pas considéré comme une dette négative, ce serait juste considéré comme le fait de ne pas avoir de dette. D'où ici là, la possibilité d'avoir R+, donc juste des nombres réels positifs, non pas juste n'importe quel nombre, en incluant les négatifs. Donc ça, c'est l'idée un peu là, de qu'est-ce qu'on peut faire avec des variables aléatoires en général, juste les poser, avoir un support, avoir une idée de à quoi elles ressemblent. Maintenant, là, on va étudier ce qu'on appelle les variables aléatoires qui sont discrètes. Donc une variable aléatoire discrète, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la même chose que quand on parlait de quantité discrète auparavant. Là. Donc ici, ça va être une variable dont l'ensemble des issues, l'ensemble des valeurs qu'elle peut prendre, est soit fini ou, dénombrable. Pardon. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, ça veut dire qu'on pourrait utiliser les naturels comme étiquette des valeurs. Donc des valeurs possibles. Donc essentiellement, là, on serait capable d'associer toutes les valeurs possibles que x peut prendre au naturel. Donc 0, 1, 2, 3 jusqu'à l'infini comme ça, là, puis ça nous suffirait. Ça serait assez d'étiquettes pour aller, nommer finalement là, toutes les valeurs possibles. Sinon, ben, l'autre cas, ça va être continu. Puis on continue, ben, il y a la notion d'intervalle qui embarque. Puis là, ben, quand on a un intervalle qui est continu, justement, on n'est pas capable d'aller justement toutes les étiqueter parce qu'on va manquer de nombre. Il y en a une trop grande infinité. Mais de toute façon, si vous avez compris le concept de discrète auparavant, là, je vais juste vous dire que c'est la même chose, mais dans le contexte de variables aléatoires, et ça va très bien se passer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec une variable aléatoire? Ben, quand on a une variable aléatoire et qu'on sait sur quelle valeur elle est définie, donc disons qu'elle peut prendre les valeurs le petit x1, petit x2, petit x3 jusqu'à la dernière, si jamais il y en a une fois qu'on a ça, ben, on peut définir ce qu'on appelle la loi de probabilité de x. Des fois, on dit aussi de la fonction de masse. Donc, c'est une fonction qu'on utilise la lettre P pour la désigner parce qu'on parle de probabilité. Et ben, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle prend n'importe quelle valeur possible de x et on lui associe là, la probabilité d'observer cette valeur-là. Donc la quantité qu'on a ici, là, ça ici, là, on devrait lire la probabilité que la variable aléatoire x prenne la valeur ici petit xi. Et évidemment, ben, étant donné que c'est des probabilités qui sont associées ici, ben, il y a certaines conditions qui doivent être satisfaites. Notamment donc, la probabilité
de n'importe quelle valeur de x doit toujours être plus grande ou égale à 0, parce qu'on n'accepte pas les probabilités négatives ici. Et on nous demande aussi que la somme des probabilités soit égale à 1. Donc ça, c'est aussi une autre chose qu'on avait vu quand on parlait d'ensemble fondamental. On avait vu que la probabilité de tout ce qui est possible devait être égale à 1. Ben, ça revient un petit peu à ça ici, là. Donc, la probabilité de chacun des éléments, lorsqu'on les prend la somme, ça doit être égal à 1. Et donc, pour s'assurer que tout ce nouveau bagage-là est bien saisi, là, on va y aller avec un exemple. Ça va peut-être permettre là, de remettre les choses un petit peu en perspective. Donc, ici, on nous dit le nombre de demandes traitées quotidiennement par un certain service de soutien informatique. Donc, ça ici, finalement, c'est notre variable x. Donc, cette quantité-là, le nombre de demandes traitées, se distribue selon la loi de probabilité suivante. Donc, si on nous donne un tableau, on nous donne les valeurs possibles pour x et la probabilité d'observer cette quantité-là. Donc, si je prends une valeur quelconque, là, disons cette entrée-là dans le tableau, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que la probabilité d'avoir 4 demandes traitées dans une journée, ben, c'est 15%. Si je prends n'importe quelle autre cellule, donc la probabilité d'avoir 6 demandes traitées, c'est 40%, etc. Donc, premièrement, on nous demande d'aller vérifier qu'il s'agit d'une loi de probabilité, cette affaire-là. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Bien, premièrement, on regarde, est-ce que tout est positif? Donc, positif ou 0? Bien, absolument. On a 0.5, 0.05, 0.10, 0.10, 0.15, 0.20, 0.40. Donc, ça ici, c'est vérifié. On est correct. La deuxième chose à aller vérifier, c'est que la somme des probabilités, donc allant de 1 jusqu'à 6, ça ici, ça doit être égal à 1. Donc, on le calcule. On a 0.05 plus 0.1 plus 0.1 plus 0.15, 0.2 et 0.4. Donc, ça ici, on pitonne ça et on trouve que ça donne 1. Donc, oui, c'est bel et bien une loi de probabilité parce qu'on a vérifié les deux conditions qui sont les conditions là, juste ici. Ensuite, on nous demande calculer la probabilité pour que une journée donnée, on ait plus de 4 demandes qui soient traitées. Donc, plus de 4 demandes, comment est-ce qu'on peut écrire ça? Bien, finalement, là, on se demande, c'est quoi la probabilité que x, le nombre de demandes traitées, soit plus grand que 4? Donc, ça, c'est la probabilité énoncée. Et ça, là, je vais toujours vous demander d'aller écrire ça. Là. Donc, ça, là, doit toujours être présent dans votre démarche. Donc, vous ne pouvez pas juste m'arriver avec une probabilité, un chiffre final. Moi, je veux savoir un peu c'est quoi le cheminement que vous avez pris. Donc, ce qu'on cherche ici, c'est la probabilité que x soit plus grand que 4 et comment est-ce qu'on peut calculer ça à être plus grand que 4? Bien, dans le contexte ici, être plus grand que 4, ça revient à vouloir dire que soit le nombre de demandes traitées est égal à 5 ou il est égal à 6. Donc, probabilité d'être plus grand que 4, ici, c'est probabilité d'être égal à 5 ou égal à 6. Et ça, ben, on peut le calculer, on utilise la fonction. Donc, première valeur, c'est 0.2. Deuxième valeur, c'est 0.4. Donc, c'est littéralement là, les deux entrées qui sont ici. Et ça, ben, ça me donne une probabilité là, de 0.6. Si je continue sur l'autre page, juste ici, on nous demande de calculer la probabilité pour que dans une journée donnée, au plus 4 demandes soient traitées. Donc ça ici, au plus 4 demandes, ça veut dire qu'on cherche la probabilité que x soit plus petit ou égal à 4. Donc dans le tableau, ça ici, là, ça correspond à la probabilité que x soit égal à 1, égal à 2, égal à 3 ou encore égal à 4. Et là, ben, on remplace. Donc la première probabilité, c'est 0.05. Après, c'est 0.1, 0.1 et 0.15. Et donc, si on ajoute tout ça, ben, on obtient ici 0.4. Une autre manière de s'en sortir, là, ce serait de remarquer que la probabilité de x plus petit ou égal à 4, on peut passer par son contraire aussi, si on veut. Donc ça ici, c'est 1 moins... Donc le complément d'être plus petit ou égal à 4, c'est quoi? Ben, c'est la probabilité d'être plus grand
que 4. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient prendre le symbole inverse. Si on a un égal, on se débarrasse du égal. Si on n'a pas un égal, on met le égal. Donc, si j'avais plus petit ou égal, le contraire de plus petit ou égal, c'est plus grand. Et ça ici, c'est un peu plus simple à calculer parce que la probabilité d'avoir x plus grand que 4, c'est quelque chose qu'on a déjà calculé. C'est 0.6. Donc, c'est 1 moins 0.6. Ça me donne 0.4. Et vous voyez là, que les deux démarches, les deux chemins là, nous mènent exactement à la même réponse. Finalement, question D. Donc, on nous demande, c'est quoi la probabilité pour que dans une certaine journée, plus de 4 demandes aient été traitées si on sait qu'il y en a eu au moins 2. Donc, ça ici, ça va être une probabilité qui va être conditionnelle. Donc, on nous demande la probabilité pour que x soit plus grand que 4, mais sachant que x est plus grand ou égal à 2. Donc ça ici, c'est égal à la probabilité pour que x soit plus grand que 4 et x soit plus grand ou égal à 2, divisé par la probabilité que x soit plus grand ou égal à 2. Donc, comment est-ce qu'on peut voir ça, là? Comment est-ce qu'on peut être plus grand que 4 et plus grand ou égal à 2? Finalement, là, ça ici, ça revient à être tout simplement plus grand que 4. Donc, divisé par la probabilité d'être plus grand ou égal à 2. Donc, plus grand que 4, ça, on l'a déjà calculé, c'est notre 0.6. Donc, il va nous demander qui est la probabilité au dénominateur. Donc, ça va être 0.6 divisé par donc la probabilité d'être égal à 2 plus la probabilité d'être égal à 3 plus jusqu'à la probabilité d'être égal à 6. Donc ça ici, finalement, là, ça va me donner 0.6 sur 0.95. Et ça, là, ça correspond à une probabilité de à peu près le 0. Pas à peu près, mais une probabilité de 0.63 16. Donc un peu plus là, que 63%.